19h à Cotonou, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. La Cour constitutionnelle déménage de son siège situé à Ganri pour le quartier Les Cocotiers, rue de l'Hôtel de l'Entente. Un bâtiment a été loué à cet effet en vue de permettre la réfection et la rénovation du siège actuel. À suivre dans cette édition, la substance de la conférence de presse tenue à cet effet dans la matinée de ce mardi par le secrétaire général de la Cour des Sept Sages, Gilles Badé. Caractérisé par un multipartisme intégral, le système partisan béninois a commencé à montrer ses limites après 28 années d'expérience démocratique. C'est pour donner un nouveau souffle à la démocratie béninoise et révolutionner la vie politique nationale que l'Assemblée nationale a voté une législation sur la réforme du système partisan. À suivre dans cette édition, quelques citoyens qui apprécient cette réforme qui défraie la chronique depuis peu au Bénin. En sport, verdict relatif au scandale Écureuil Cadette Gate, relax pour le directeur des compétitions Quentin Didavi, le professeur Vicencia Boko dont le cabinet a réalisé l'IRM à Cotonou, le directeur technique national de la FBF, Fédération béninoise de football, Moïse Ekoué et Ibrahim Machabi, acteur du football béninois et cadre de la mairie de Parakou. À suivre dans un instant l'intégralité de la décision rendue par le juge Rodolphe Azo au tribunal de première instance de première classe de Cotonou ce matin. Bonsoir à nouveau chers amis internautes. Affaire Écureuil Cadette Gate, certains inculpés sont relaxés et d'autres condamnés à des peines d'emprisonnement de 6 à 12 mois avec sursis. Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a rendu son délibéré ce mardi dans le dossier de la disqualification des écureuils cadettes du tournoi qualificatif de la CAN Tanzanie 2019 pour tricherie sur l'âge des joueurs. Comme pressenti, le juge Rodolphe Azo est resté dans la logique des réquisitions du ministère public lors de la deuxième audience qui s'est tenue le jeudi dernier. Maître Brice Roussou, l'un des avocats de la défense, résume la sentence au micro de notre reporter sportif Larios Adiagbenon. Au terme du délibéré tel que prononcé par le juge aujourd'hui, on peut retenir que certains des prévenus ont été relaxés purement et simplement pour infraction non constituée. D'autres ont été relaxés au bénéfice du doute. Au bénéfice du doute, cela signifie que ce qui leur est reproché, le juge n'est pas arrivé à savoir si effectivement, oui ou non, ils ont commis l'infraction. Et comme le doute profite à l'accusé, cela leur a profité, donc ils ont été relaxés au bénéfice du doute. Quant aux autres, essentiellement les joueurs, les entraîneurs et l'encadrement, ils ont été condamnés pour certains, essentiellement les joueurs et quelques parents, à 6 mois d'emprisonnement, dont 1 ferme et 5 avec sursis. Et le reste, c'est-à-dire les membres de l'équipe d'encadrement, ont été condamnés à 12 mois d'emprisonnement, dont 2 fermes et 10 avec sursis. Alors, cela suppose que ceux qui ont déjà fait au moins 1 mois en prison sortent immédiatement aujourd'hui. L'affaire ayant commencé depuis début septembre dernier, donc certains resteront certainement en prison jusqu'à la date du 6 ou 7 novembre pour faire les 2 mois fermes avant de sortir. Donc voilà ce qu'on peut retenir pour l'essentiel. En matière des infractions qui leur sont reprochées, faux certificats, fausses attestations, faux usage de faux et complicité, il faut dire que ce qui est prévu par la loi en termes de peine, ce que le juge a rendu comme verdict est très loin du maximum prévu par la loi. Donc on peut dire que ce sont des peines à caractère pédagogique pour montrer que même si c'est dans l'exercice de leur fonction de joueur, de membre d'équipe d'encadrement, la justice béninoise dit oui, il faut porter haut l'étendard, mais il y a des choses qu'il ne faut peut-être pas faire. Mais bon, ça c'est ce que le juge a pensé. Ce n'est pas ce que nous, de la défense, nous avons plaidé. Nous avions plaidé pour la plupart la relaxe pure et simple. Et nous verrons bien avec nos clients, parce que pour nous, l'infraction n'est pas constituée, pour nous, et nous verrons bien avec eux s'il va falloir que nous fassions appel ou pas. Ibrahim Chabi Mama, président de la Ligue Borgou Alibori, fait partie des personnes relaxées au terme du procès. Le premier adjoint au maire de Parakou revient sur ce qu'il a enduré depuis l'éclatement de cette nébuleuse. Je vous invite à suivre Ibrahim Chabi Mama au micro de notre reporter sportif. Beaucoup d'enseignements, c'est de dire que désormais il faut faire attention. Et puisque
parmi les prévenus, il y a toutes sortes de catégories. Il y en a qui sont poursuivis pour faux, pour avoir établi le faux. Il y en a qui sont poursuivis pour avoir fait usage du faux. Donc tout le monde, tous les acteurs, tous les différents acteurs sont dedans. Ça veut dire que on doit pouvoir tirer beaucoup de leçons de cela pour qu'à jamais on ne dise plus que c'est voilà, le Bénin qui reçoit une sanction. Et ça doit donner leçon à tous les autres. Dans beaucoup de domaines, on sait que bon, comment dirais-je, des arrangements du genre existent. Donc faisons attention. C'est plein d'enseignements pour le reste de notre vie, quel que soit le domaine où nous sommes concernés. Donc vraiment, faisons les choses dans la droiture, suivons les procédures normales. Ce que je dis est valable aussi bien pour les joueurs que les non-joueurs. Donc voilà, parce que je sais très bien, vous voyez que ça a l'air de banal pour le commun du Béninois, parce que vous direz que vous n'avez pas tué, vous direz que vous n'avez pas volé ou que vous n'avez pas fait autre chose, et pourtant c'est une infraction qui est punie par les textes de loi de notre pays. Donc ça veut dire qu'il faut que nous puissions tirer le maximum de leçons. Et c'est que ça fait bouger beaucoup de Béninois, et ce serait vraiment dommage que des gens récidivent. Voilà. Dans la dynamique de faciliter la réflexion et la rénovation du siège actuel de la Cour constitutionnelle, en attendant la construction à l'avenir d'un siège définitif de la Cour constitutionnelle du Bénin, le gouvernement béninois a décidé du déménagement des bureaux de la Cour des 7 sages de son siège provisoire de Ganri vers le quartier Les Cocotiers, rue de l'Hôtel de l'Entente. Cette initiative sera effective dès le lundi 3 décembre 2018. Ainsi, toutes les différentes directions et services administratifs et techniques de la Cour constitutionnelle, sans oublier le cabinet du président de la Cour, seront installés dans des bâtiments provisoires loués par le gouvernement au profit de la Cour constitutionnelle. Je vous invite à suivre le secrétaire général de la Cour constitutionnelle, Gilles Badé, au micro d'Anifat Boukari et de Jefté Hungé. Du lundi 3 décembre 2018, les différentes directions et services administratifs et techniques de la Cour, de même que tous les conseillers de la Cour constitutionnelle et le cabinet du président seront installés dans des bâtiments provisoires loués à cet effet par le gouvernement au profit de la Cour constitutionnelle. Cela veut dire que tous ces services devraient avoir libéré les bâtiments qui abritent le siège actuel de la Cour constitutionnelle et dans lesquels nous nous trouvons présentement. Il en est ainsi qu'à la haute juridiction a obtenu le soutien du gouvernement pour procéder à la réfection et à la rénovation du siège actuel, en entendant la construction à l'avenir du siège définitif de la Cour, dont le principe est déjà acquis entre les deux organes de l'État. Pour l'instant donc, le gouvernement du Bénin entend mettre à la disposition de la Cour constitutionnelle des bâtiments réfectionnés et rénovés, répondant aux normes et offrant de meilleures conditions de travail aux juges et à l'ensemble du personnel de la Cour. L'autre objectif de ces travaux est d'offrir aux citoyens qui sollicitent l'institution un cadre adéquat d'accueil et de bonnes conditions d'accessibilité. Ces travaux se justifient par la vétusté avérée du siège actuel de la Cour constitutionnelle, comme vous avez l'occasion de le constater chaque fois que vous nous visitez. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au-delà de ce minimum de confort pour le public et le personnel, la nouvelle mandature de la Cour constitutionnelle, qui est en place depuis juin dernier, a introduit des réformes importantes, au titre desquelles la création de 2 chambres de mise en état, dont les audiences préparatoires viennent s'ajouter aux audiences plénières délibératives de la Cour. Il n'est pas inutile de rappeler ici que les bâtiments abritant les installations actuelles de la Cour datent de plusieurs décennies, voire de la période coloniale. En effet, la Cour constitutionnelle dans sa forme actuelle a été installée dans les locaux qui nous abritent depuis plus de 25 ans, en juin 1993. Ces locaux avaient abrité par le passé des ministères comme ceux des Finances, des Mines, etc.
Ils n'ont véritablement jamais fait l'objet de travaux de restauration, ni de ravalement, exception faite d'une partie du bâtiment qui a été construite en 2014. Ces bâtiments ont conservé leur configuration architecturale originelle, mais n'ont souvent subi que des modifications intérieures mineures, notamment au niveau des plafonds. L'état de dégradation de ces infrastructures étatiques appelle donc les travaux de rénovation et de réfection signalés ci-dessus. Un plan de rénovation a ainsi été élaboré avec la contribution du ministère du Cadre de vie. Les travaux de réhabilitation et de rénovation qui devront démarrer feront l'objet d'un appel d'offres public ouvert aux entreprises outillées dans l'exécution de pareilles œuvres. Concernant le déménagement, les locaux qui abriteront provisoirement la Cour constitutionnelle pendant les travaux de réfection et de rénovation sont constitués de 4 immeubles loués et situés au quartier Les Cocotiers, non loin de l'aéroport Cardinal Bernardin Ganty, précisément dans la rue 12-255, qui est la rue de l'Hôtel de l'Entente, si l'on vient du ministère des Affaires étrangères, du Trésor ou du ministère des Finances en direction de l'aéroport. Les étudiants qualifiés pour bénéficier des bourses et allocations au titre de l'année académique 2017-2018 peuvent pousser un ouf de soulagement. La direction des bourses et secours universitaires DBSU a mis les petits plats dans les grands pour dépouiller les dossiers et afficher les listes le lundi 29 octobre dernier. Un affichage qui s'est déroulé en présence des bénéficiaires impatients de savoir s'ils sont retenus ou pas. Une équipe de nos reporters de ZAE-TV était hier à Abomey-Calavi afin de vivre l'atmosphère qui y régnait. Le compte rendu est signé Carles Kitoumé et Jacques Maouillon d'Almeida. Alignés le long de la rue de la direction des bourses et secours universitaires ce 29 octobre 2018, ces étudiants attendent de savoir si leur nom figure sur la liste des bénéficiaires de la bourse ou du secours au titre de l'année académique écoulée. Une fois encore, comme ce fut le cas le 4 octobre passé, où la Fédération nationale des étudiants du Bénin a effectué le déplacement sur Boïcon pour constater de visu l'effectivité et l'évolution des travaux en commission en ce qui concerne le traitement des dossiers. Nous voici encore ce jour aux côtés de la direction des bourses et secours universitaires pour constater l'affichage des 10 000 et quelques noms. Les heureux du jour seront peut-être satisfaits, mais nous sommes conscients de ce que ce n'est pas encore la fin du calvaire. Parce que le tout pour nous ne suffit pas d'afficher ces listes-là. Nous prenons ici et maintenant l'engagement de faire un suivi, puisque nous avons entendu le directeur de la DBSU nous faire état de ce que la liste a été transmise à la direction du budget depuis le vendredi passé. Et puisque ces derniers nous ont toujours dit qu'en moins d'une journée qu'ils ont l'habitude de traiter tous ces dossiers-là, nous prenons au nom des étudiants, la Fédération nationale des étudiants du Bénin prend l'engagement de faire le suivi de bout en bout du traitement, de l'évolution de ces listes-là pour qu'on sache véritablement là où le problème se situera dès que les étudiants n'auront pas rentré en possession de leurs fonds. Pour en arriver à cet affichage, il a fallu franchir plusieurs étapes. L'administration a dû s'investir. La deuxième édition de la délocalisation des sessions de la Commission nationale des bourses et aides universitaires a été couronnée de succès, comme cela a été le cas lors de la première édition qui a eu lieu du 23 au 27 octobre 2017. Cette deuxième édition de la délocalisation qui s'est tenue à Boïcon du 1er au 5 octobre 2018 passé nous a permis de traiter 11 004 dossiers, dont 10 118 avec avis favorable et
886 avec avis réservé. Tout récemment, c'est-à-dire le vendredi passé, 10 118 noms d'allocataires ont été transmis à la Direction générale du budget pour que la phase financière soit enclenchée. Avec cette dernière transmission des noms des allocataires à la DGB, désormais le curseur de la transmission se trouve au niveau de 22 030 allocataires au titre de 2017-2018. Les agents de cette direction se disent satisfaits de leur chef-d'œuvre. Par la voix du personnel de la DBSU, je tiens tout d'abord à remercier tous les acteurs qui ont contribué de loin et de près à la réalisation effective de cette délocalisation qui nous a permis à avoir cet important nombre de listes. Je profite également à remercier d'abord le président de la commission, c'est-à-dire notre DAF, qui a veillé à ce que cette délocalisation soit effective. Je n'oublie pas tous mes collègues, c'est-à-dire le personnel administratif de la DBSU, qui a effectivement fait un travail, qui a effectivement mouillé les maillots pour que nous puissions avoir effectivement ces différentes listes affichées ce jour. Les étudiants boursiers iront au trésor public pour entrer en possession de leurs allocations. Toujours dans le cadre des bourses et allocations au titre de l'année académique 2017-2018, les paiements vont démarrer d'ici peu à en croire les autorités compétentes. À cet effet, plusieurs autres étudiants devront encore faire preuve de patience pour goûter à cette joie. Ceci à cause de la lenteur de certaines facultés et écoles à faire transmettre les procès-verbaux à la direction des bourses et secours universitaires DBSU. Pour plus d'explications, suivons le directeur de la DBSU, Moïse Agbondandé, au micro de nos reporters. Pour avoir réussi à transmettre en un temps record 22 030 noms d'allocataires, il est vrai, il reste quelques dossiers que nous allons examiner. Ce sont essentiellement des dossiers pour lesquels nous n'avons pas eu les PV, des résultats académiques pour pouvoir les soumettre à la Commission nationale des bourses et aides universitaires. Ce sont des dossiers pour lesquels les demandeurs ne figurent pas sur certains PV et ce sont des dossiers qui ont reçu un avis réservé des commissaires lors de la 9e session délocalisée. Dans tous les cas, nous veillerons à ce que tout soit traité. Nous veillerons à ce que nous passions de 96,35% de traitement au titre de 2017-2018 à 100% pour que les dispositions techniques requises, les dispositions idoines soient prises pour une bonne gestion des dossiers de demande d'allocation d'études universitaires au titre de 2018-2019. Caractérisé par un multipartisme intégral, le système partisan béninois a commencé à montrer ses limites après 28 années d'expérience de démocratie et c'est pour donner un nouveau souffle à la démocratie béninoise et révolutionner la vie politique nationale que les parlementaires ont voté une législation sur la réforme du système partisan. Cette loi appelle à la création de partis politiques nationaux avec une vraie idéologie. Une réforme du président Patrice Talon qui est diversement appréciée par les citoyens lambda. Sur ce, je vous invite à suivre quelques-uns d'entre eux rencontrés dans les rues de Cotonou au micro de nos reporters. Cette réforme est la bienvenue parce que nous ne devrions pas perdre de vue d'où nous venons. Vous allez constater avec moi que par le passé, nous avons des partis communaux, nous avons des partis départementaux. Nous n'avons pas de partis nationaux. Je pense qu'avec cette réforme,
nous irons progressivement à de grands rassemblements. Parce que c'est de ça il s'agit. Un député qui sera élu à Kobli doit savoir qu'il est un député national. Il n'y aura plus de fort chez moi et n'est plus fort sur le plan national. C'est pour cela que moi je vois que ce système partisan est le bienvenu. Vous voyez, dans un pays, il faudrait qu'il y ait des concurrents. S'il n'y a pas de concurrence, on ne saura pas comment faire pour pouvoir distinguer les choses. Parce que si tout le monde va sur le même chemin, on ne saura pas si le pouvoir en place travaille ou pas. Je crois qu'avec la nouvelle charte politique, le nouveau code électoral, la réforme du système partisan prônée par le président Patrice Talon est une bonne réforme. Une bonne réforme parce que dans ce petit pays, nous avons plus de 200 partis politiques. Nous ne savons pas quel parti politique, quelle est l'idéologie des partis politiques. Je crois qu'avec la réforme du système partisan, nous aurons des blocs, nous aurons des grands partis politiques, nous aurons des partis qui auront de convictions, de vision, oui, d'idéologie politique. Nous aurons des partis qui auront des pépinières dans tous les arrondissements, dans tous les quartiers, dans toutes les agglomérations du pays. Je crois qu'avec la réforme du système partisan, nous avons beaucoup à gagner. La jeunesse a beaucoup à gagner. La jeunesse va se faire former aux côtés des grandes personnes, aux côtés des personnalités, pour s'inspirer, pour voir comment ça se fait et évoluer dedans. Mon avis, je dirais que c'est une réforme qui amène à la restriction. C'est une réforme qui restreint les libertés. Parce que la Constitution du 11 décembre 1990 a parlé réellement du multipartisme intégral. Et cela n'a jamais empêché les petits partis politiques de se greffer sur les grands ou bien de rentrer dans de grands ensembles pour construire des blocs. La preuve, le président de la République, tous les présidents de la République qui se sont suicidés au Bénin ont été élus sur la base des regroupements politiques. Cela suppose que donc, les partis qu'on dit petits savent très bien que lorsqu'il y a les enjeux électoraux, ils doivent pouvoir donc se greffer à d'autres parce qu'ils n'ont pas les moyens, donc ils n'ont pas une représentativité nationale. Donc ce problème, déjà tacitement, je dirais tacitement, ce problème était déjà résolu. Je ne vois pas en quoi des gens qui sont à la fin de leur carrière et qui profitent d'une majorité mécanique à l'Assemblée nationale ont voulu donc nous faire avaler une pilule que je dirais amère. Bon, la réforme du système partisan, c'est cette réforme qui veut que les partis se regroupent sur le plan national. Cette réforme leur donne un caractère national. Il ne s'agira pas plus qu'un parti ou un homme politique reste dans sa région pour être élu député. Actuellement, il faut être représentatif sur le plan national et je pense que nous sommes dans la phase expérimentale de cette réforme-là. En 2019, lors des législatives, on verra bien ce que ça donnera comme résultat sur le plan national. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal télévisé sur EZAE TV. Merci pour l'attention et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bj.